Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 243 de Change ma vie, les langages de l'amour. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de retrouver ma collaboratrice Claire Huginet et nous allons ensemble évoquer pour vous les langages de l'amour. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas encore, Claire est coach certifiée, elle fait partie des coachs Change ma vie et elle occupe aussi le rôle de responsable des opérations dans notre équipe. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle s'occupe de coordonner le bon déroulement de notre programme de coaching dans son organisation, dans sa logistique. Et le but, c'est qu'on puisse apporter à nos membres la meilleure qualité d'expérience. Alors, Claire occupe une place toute spéciale dans mon cœur parce que c'est la toute première coach que j'ai embauchée pour travailler avec moi. Alors, il se trouve que c'était au tout début de la pandémie. Donc, c'était une période assez particulière pour tout le monde au moment où elle m'a rejointe. Mais s'il y a une chose dont j'ai été très vite sûre dans cette période, par ailleurs de grande incertitude, c'est que je faisais un excellent choix en proposant à Claire de me rejoindre. Claire fait partie de ces personnes qui n'ont pas d'effort particulier à faire pour être positive, optimiste et aussi pour aborder les difficultés ou les problèmes d'une façon constructive en étant tout de suite portée sur les solutions. Donc c'est vraiment un bonheur d'avoir Claire dans l'équipe. J'apprécie énormément l'énergie et les éclairages qu'elle apporte aux membres de notre programme de coaching et je suis aussi très contente de vous proposer aujourd'hui cet épisode en duo avec elle. Donc sans plus tarder, bonjour Claire. Bonjour Clotilde. Alors donc, ces langages de l'amour, de quoi parle-t-on ? Oui, alors aujourd'hui, on va parler des langages de l'amour et en fait, c'est le titre d'un livre qui a été écrit par Gary Chapman. Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet de l'amour. Et en fait, dans ce livre, il a identifié 5 langages de l'amour qui sont en fait 5 moyens principaux pour exprimer son amour à l'autre. Et quand on dit son amour à l'autre, lui, dans son livre, il parle principalement du couple, mais en réalité, ça peut être vraiment, ça peut être ses enfants, ses parents, la personne avec laquelle on vit, des colocataires, etc., etc. Et en fait, il nous explique que chacun d'entre nous est particulièrement sensible à l'un ou deux de ces 5 langages. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les 5 langages pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, on va vous expliquer pourquoi ce concept est vraiment fondamental pour construire des relations de qualité avec les personnes que l'on aime. Donc, voici les 5 langages. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Donc, quand on parle de paroles valorisantes, en fait, il s'agit vraiment de comprendre qu'on adresse verbalement, par exemple, des compliments sincères à quelqu'un, qu'on encourage l'autre, qu'on lui formule une demande et non pas une exigence, qu'on parle de ses émotions. Enfin, c'est vraiment le côté verbal qui est important. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Donc là, l'idée, c'est vraiment être présent à l'autre, l'écouter sans être distrait par la télé, par le téléphone, partager une activité commune, mais c'est pas l'activité en tant que telle qui est intéressante, c'est vraiment d'être focalisé l'un avec l'autre pendant un moment donné. Donc le moment de qualité. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Donc, on peut facilement imaginer à quoi ça correspond, mais l'idée, c'est pas tant que le cadeau soit d'un montant X ou Y, c'est vraiment qu'il soit le reflet d'un objet tangible que l'on peut donc tenir dans sa main. Et par cet objet, on voit que l'autre nous aime finalement. Donc, c'est vraiment le côté objet tangible. Et par exemple, pour les enfants, ça peut être le petit dessin que l'enfant nous offre à la sortie de l'école, qui est un petit peu plié en 1000 morceaux. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Donc là, c'est vraiment aider l'autre dans l'une de ses activités. Ça peut être l'aider sur un dossier, lui déposer un colis, aller chercher les enfants à l'école à sa place, l'aider à faire la cuisine, enfin peu importe. C'est vraiment être à son service pour lui faciliter une de ses tâches. Et le cinquième langage, c'est le contact physique. Donc, dans les relations de couple, on peut évidemment penser aux relations sexuelles, mais ça peut être vraiment tous les contacts physiques,
toucher la main de quelqu'un, sa tête, son épaule, l'enlacer, lui faire des câlins, etc., etc. Donc là, on voit bien que c'est vraiment le contact peau à peau qui compte le plus. Parmi ces 5 langages, parce que c'est pas assez complexe, il y a souvent en fait des nuances. C'est-à-dire que 2 personnes peuvent parler le même langage des paroles valorisantes, mais en réalité, l'un va être beaucoup plus sensible aux compliments et l'autre peut-être un peu plus sensible au fait de parler cœur à cœur, de parler de ses émotions. Donc voilà, il peut aussi y avoir de la nuance au milieu de ces 5 langages. Et Gary Chapman, dans son ouvrage, précise avec des exemples très concrets les différents langages. C'est passionnant parce que je trouve que cette façon d'isoler ces 5 langages, en fait, pour la plupart d'entre nous, on voit bien dans des relations auxquelles on pense, donc que ce soit une relation de couple ou une relation d'amitié ou une relation familiale, en fait, on commence déjà à percevoir finalement quels sont les langages des uns et des autres. Et donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on choisit d'en parler ? Oui, alors en fait, on choisit de parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment un outil qui est très intéressant pour construire des relations de qualité. En fait, parfois, on ne sait pas vraiment comment communiquer notre amour à l'autre. En tout cas, on le communique d'une certaine façon et parfois, on a l'impression qu'il se passe rien. Ça peut créer finalement des incompréhensions et on sait très bien que la communication, ou en tout cas l'expression de l'amour, se sentir aimé, dans les relations qui nous sont chères, c'est vraiment la base de la relation. Donc, comprendre les langages de l'amour, ça nous permet à la fois de percevoir l'amour que l'autre nous communique, de sa façon à lui, de sa façon naturelle, et ça nous permet nous aussi de pouvoir lui communiquer notre amour d'une façon qu'il sait décoder le plus naturellement possible. Et en fait, on voit bien que quand on se sent aimé, en fait, l'adage qu'on entend souvent, c'est l'amour donne des ailes, et c'est vraiment ça en fait. Quand on se sent aimé, on se sent mu d'une énergie particulière qui fait qu'on a l'impression que tout est possible. Nos bases sont solides, on se sent vraiment à notre place, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir en fait cette grille de lecture des 5 langages de l'amour, parce qu'on va pouvoir l'utiliser au service des relations qui nous sont chères. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est tu dis quand on se sent aimé, et en fait, finalement, ce que les langages de l'amour permettent de faire, c'est qu'on se sait aimé. Parce que parfois, on est aimé, mais en fait, comme l'amour n'est pas exprimé d'une façon qu'on sait décoder, et ben en fait, on ne se sent pas aimé parce qu'on ne se sait pas aimé. Et donc, on va y revenir justement. Et donc, toi, à titre personnel, quel est à quelle occasion est-ce que tu as découvert cet outil ? Alors en fait, j'ai découvert cet outil bien avant le coaching. J'ai découvert cet outil quand je me suis préparée au mariage avec mon conjoint. Et en fait, pendant la préparation au mariage, on nous a parlé de cet ouvrage. Donc bon, sur le coup, c'est vrai qu'on était un petit peu, on s'est dit bon, qu'est-ce que c'est que ça ? On va regarder. Et en fait, ça a été vraiment intéressant parce que ça a donné lieu déjà à la connaissance de ces 5 différents moyens de communiquer l'amour, parce que l'un comme l'autre, on ignorait complètement ça, en fait, qu'il était possible de communiquer différemment son amour à l'autre. Et ensuite, ça a donné lieu vraiment à une conversation hyper intéressante parce qu'on a pu jouer en fait un peu autour de ça, à essayer de deviner quel était notre propre langage déjà, le langage de l'autre. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'après, on rentre dans une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde. Et donc, ça a été aussi un outil très intéressant par la suite dans les moments un peu moins joyeux du mariage, on va dire. Je n'ai jamais lu le livre, mais j'avais connaissance des différents langages de l'amour. Et ce qui m'a, à titre personnel, beaucoup aidé, c'est que, en fait, j'ai identifié que, donc moi, je suis avec mon mari depuis 25 ans, donc on se connaît très bien. Et en fait, je n'avais avant ça pas vraiment réalisé que lui, son langage de l'amour principal, c'est rendre service. Et donc, alors que moi, mon langage de l'amour principal, c'est plutôt verbaliser les choses, c'est-à-dire faire des compliments, dire comment je me sens, dire je t'aime, enfin voilà, tout ce qui est, peut-être sans surprise, tout ce qui est autour de l'expression verbale, c'est vraiment, et je fais pareil avec mes enfants, je leur dis beaucoup que je les aime, etc. Et c'est pas forcément la façon de mon mari d'exprimer son amour. Et donc, en l'absence de ça, en fait, il y avait une partie de moi qui me disait, mais alors du coup, et en fait, je me suis rendu compte de tous les services qu'il me rend, toutes les choses qu'il fait pour me faciliter la vie. Et en fait, le fait de valoriser dans ses actions, en fait, de voir en fait
tout ça, il l'a fait et c'est sa façon de me montrer qu'il m'aime, en fait, ça tranquillise énormément parce du coup, on le reçoit sur ce canal et on n'est pas à l'attendre sur un canal sur lequel le taux d'émission, enfin, je veux dire, il y a presque rien qui est émis. Donc moi, ça a été vraiment, vraiment beaucoup là-dessus que ça a joué. Donc justement, la raison pour laquelle on voulait vous proposer cet épisode, c'est que ce qui peut se passer souvent, c'est que, en particulier dans les relations de couple, mais aussi dans les relations d'amitié, il peut y avoir un début de relation où, en fait, on a beaucoup de signes de l'engagement, de l'intérêt, de l'amour de l'autre personne. Et au fil du temps, ces expressions très vives des premiers temps s'émoussent. Et au bout d'un moment, chacun et chacune retombe un peu dans sa façon, à lui ou à elle, d'exprimer et d'attendre les marques d'amour ou d'intérêt de l'autre personne. Et du coup, en fait, c'est un petit peu ce que j'évoquais avec l'idée des canaux sur lesquels on émet, c'est que voilà, c'est un peu comme si on avait 2 talkie-walkie et chacun attend et émet sur un canal différent. Et donc chacun est de son côté avec son talkie-walkie à dire qu'il aime et à attendre qu'on l'aime. Et en fait, c'est juste qu'on n'est pas sur le même canal. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, Claire, quel genre de difficultés on peut rencontrer en lien avec ces langages de l'amour? Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis en préparant l'épisode d'aujourd'hui. J'ai réécouté l'épisode 226 sur l'amour question-réponse. Et dans la dernière personne qui te posait la question de la différence entre l'amour amoureux et l'amour réel, on est vraiment là-dedans en fait. C'est-à-dire que l'amour amoureux qui dure au début de la relation et qui est plutôt facile, qui est plutôt dans le côté attractivité, et bien là, en fait, les langages de l'amour, ça nous permet vraiment d'être dans la construction de l'amour réel, l'amour qu'il y a après. Et donc, la première difficulté auquel moi j'ai pu être confrontée avant de lire le livre, c'est que je n'avais pas conscience, tout simplement, qu'il existait plusieurs façons de communiquer son amour. Et en fait, ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est qu'on pense que notre façon de faire, c'est la seule façon de faire. Et donc, on va attendre de l'autre qu'il fasse comme nous. Mais comme l'autre, et évidemment, comme on pense que tout le monde est câblé de la même façon, on ne pense pas non plus à lui expliquer qu'on attend ce qu'on attend. Et donc, c'est très compliqué dans ces cas-là parce qu'on va avoir des attentes complètement irréalistes vis-à-vis de l'autre, sans lui donner la moindre chance de pouvoir répondre favorablement à ces attentes-là. Et donc, quand on va faire le constat de il répond pas à mes attentes, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas se sentir aimé. Et donc, du coup, derrière, en fait, on va... alors, Gary Chapman, il parle d'un réservoir émotionnel vide. Donc, j'aime pas trop cette expression-là, mais néanmoins, elle est quand même assez visuelle. En fait, c'est comme si, du coup, notre besoin primaire et fondamental d'être aimé, eh bien, il n'était plus rempli, il était complètement vide. Et quand on ne se sent pas aimé, en fait, ça va devenir notre sujet de préoccupation numéro 1. En fait, dans les besoins primaires des êtres humains, on mange, on boit, on est en sécurité et on se sent aimé, le besoin d'appartenance. Donc, si un de nos besoins primaires n'est pas rempli, eh bien, naturellement, en fait, toute notre énergie va être focalisée à essayer de remplir ce besoin primaire. Et donc, tout le reste, finalement, va un peu passer à la trappe, puisqu'on va être focalisé à essayer de se sentir aimé. Et là, en fait, ce qui est fou dans ce genre de cas, c'est que l'amour est quand même présent, mais en fait, comme on ne sait pas qu'on peut communiquer dans différents langages, comme tu disais, on ne le voit pas. Ouais, c'est tout à fait ça. Et on avait un exemple d'un membre de notre programme de coaching qui avait, comme mon mari d'ailleurs, comme langage de l'amour les services. Alors, ce serait intéressant je ne sais pas si dans son livre, Gary Chapman parle de peut-être une répartition un peu schématique, personnes qui ont été conditionnées comme des femmes, peut-être avec un accès plus facile à l'expression des émotions, et les hommes, les gens qui reçoivent le conditionnement social des hommes, peut-être plus le faire, l'accomplissement, voilà, ce serait intéressant. Il l'évoque un petit peu, mais plus dans le sens où ça brouillerait les pistes. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un langage de l'amour, je sais pas, des cadeaux, mais comme tu as eu une éducation un peu, on va dire, plutôt de femmes orientées service, ça pourrait un peu brouiller les pistes. Ah oui. Mais effectivement, il évoque, et je pense que ça pourrait être intéressant, en tout cas au moment où on identifie les langages, de bien faire le tri entre les différentes sources.
Oui, c'est ça et donc, il y avait, un des membres de notre, programme de coaching qui remarquait qu'il avait tendance, en fait, sa façon d'exprimer, à sa compagne son amour, c'était de vouloir résoudre ses problèmes. Donc en fait, lui rendre service et en fait, elle en face, elle réagissait pas, à ça comme une marque d'amour. En fait, elle lui disait qu'elle avait pas nécessairement ni envie ni besoin de son aide, et du coup, lui, il avait l'impression que ses preuves d'amour à lui était rejeté, donc il se sentait renvoyé dans ses buts. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, en fait, il faut qu'ils arrivent à se rejoindre, à ce que chacun comprenne, en fait, ce que l'autre met dans cette expression de l'amour, que c'est une expression de son amour pour que l'autre puisse le recevoir. Alors après, on n'est pas obligé de vouloir de l'aide à tout prix, mais au moins de commencer par recevoir l'offre comme étant une marque d'amour et ensuite dire, voilà, par ailleurs, je vais me débrouiller toute seule. Mais en fait, je pense que c'est très important, effectivement, d'avoir simplement de se décentrer, en fait, et de se dire, ce n'est pas parce que moi, j'aime faire des compliments et j'aime en recevoir qu'en fait, tout le monde est câblé comme ça. Et donc, s'ouvrir, en fait, à cette possibilité que le programme qui a été installé chez l'autre, que ce soit un ou une amie, un ou une conjointe, un ou une membre de notre famille, c'est un autre programme. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, il peut y avoir des pensées limitantes entre guillemets à cet endroit-là, qui pourraient être de se dire, mais finalement, en fait, mon programme est mieux que ton programme, et donc cristalliser à cet endroit aussi finalement une espèce de concurrence ou de vouloir avoir raison et vouloir à ce que l'autre en fait adhère à notre programme. Et je pense que c'est important de vraiment mettre tous les langages au même niveau. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, et c'est pas un problème. La plupart d'ailleurs des relations, en fait, c'est très très rare que les personnes parlent le même langage. Et même si, comme je le disais, ils parlaient le même langage, il pourrait encore y avoir des nuances. Donc en fait, il faut partir du principe que ce sera différent et que c'est plutôt une richesse que ce soit différent, parce que on peut, voilà, c'est comme si on avait un couteau suisse et du coup, on a beaucoup plus de façons de communiquer l'amour plutôt que notre façon unique. Ouais, et je pense qu'il y a aussi un élément qui est l'élément de comparaison des relations d'une façon générale. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de comparer leurs relations de couple, de comparer leurs amitiés, de comparer leurs relations dans la fratrie, etc., à d'autres relations similaires. Et du coup, par exemple, si par exemple mon langage de l'amour, ce qui n'est pas le cas, était le cadeau, et en fait, si j'ai en face de moi quelqu'un qui ne m'offre pas spécialement de cadeaux, mais que je vois ma copine, elle, la personne avec qui elle est en couple, lui offre tout le temps des cadeaux, je vais avoir l'impression que il y a plus d'amour dans l'autre couple parce qu'il y a plus de cadeaux. Et donc, en fait, l'idée, c'est toujours de se recentrer sur la personne qui est en face de nous et nous-mêmes, et de se dire, en fait, il n'y a que ça qui compte. Tout ce qui compte, c'est d'arriver à mieux se comprendre, à mieux décoder et, autant que possible, à s'adapter l'un à l'autre dans la mesure de notre flexibilité, quoi. Alors donc du coup, première étape, en gros, on prend conscience, la première difficulté, c'est la personne qui n'a pas conscience qu'il existe plusieurs langages de l'amour. Ensuite, on peut se dire que finalement, comme vous allez le faire à la suite de cet épisode, vous avez conscience maintenant qu'il existe plusieurs langages de l'amour, mais en fait, on n'arrive pas bien à identifier quel est son langage, quel est le langage de l'autre, donc ça peut créer des difficultés, comme on l'a dit. Et ensuite, c'est finalement comment est-ce qu'on va mettre en pratique ce langage, parce qu'on peut très bien se dire, ok, donc il y a 5 langages, ok, à peu près, toi, ça devrait être les services rendus, mais comment concrètement est-ce que je vais faire pour tomber juste, en fait. Et donc souvent, ça peut se présenter où on est un peu face à une montagne, on se dit mais par quel bout est-ce que je vais prendre cette affaire-là, on est un peu dans le doute et la confusion, et finalement parfois en fait on s'arrête à ce stade-là, c'est-à-dire que ça nous paraît tellement différent de ce qu'on avait l'habitude de faire, on ne sait pas comment s'y prendre, et donc on arrête, on capitule à cet endroit-là. Donc ça peut être effectivement un problème, parce que si on capitule, forcément on fait du surplace, et en tout cas on sera pas dans la réelle communication, vraiment le plan d'action, la phase concrète qui fait qu'on communique notre amour et qui fait que du coup les langages de l'amour sont efficaces. Si ça reste au stade conceptuel, en fait, ça nous permettra à la rigueur de créer d'autres émotions pour nous, parce qu'on verra, on percevra l'amour que l'autre nous communique. Mais par contre, ça nous empêche d'être co-créateurs de la relation, donc la deuxième étape, qui est de pouvoir vraiment en fait engager des actions en direction de l'autre pour lui communiquer à sa façon bien notre amour. C'est ça. Et je pense que ce qu'on peut souligner, c'est que
ce qui peut faire obstacle, c'est-à-dire quand on a conscience des langages de l'amour respectifs, donc des nôtres et de la personne en face de nous, ce qui peut faire obstacle et nous empêcher ensuite de dégager des pistes pour utiliser cette information-là, je pense que c'est systématiquement du jugement. Donc soit du jugement de l'autre personne en se disant si seulement il ou elle était plus était plus expressif ou était plus généreux ou était plus disponible ou etc. ou était plus tactile. Donc si seulement il ou elle était différent, alors ce serait tellement plus facile. Et donc on reste dans cette phase de résistance à la réalité de la personne qu'on a en face de soi. Donc c'est ça qui nous maintient sur place. Ou alors des jugements de soi qui consistent à se dire non mais moi je ne peux pas changer, moi je suis pas disponible pour rendre des services, moi je sais pas choisir des cadeaux, ça me vient pas naturellement les compliments ou voilà, donc des jugements de nous comme n'étant pas capables de changer, ou en tout cas l'idée que s'il faut manufacturer en fait ces nouvelles façons d'exprimer et de décoder l'amour, eh ben ce sera moins bien que si ça avait été tout de suite l'entente parfaite, la compréhension parfaite. Et ça, je pense que c'est un des gros obstacles de l'épanouissement dans des relations et dans les relations de couple en particulier. C'est cette espèce de fausse vérité qui consisterait à se dire que si tout tombe du ciel, que tout est parfait, qu'on se comprend parfaitement et qu'on s'emboîte parfaitement dès le premier jour, alors c'est mieux que quelque chose qu'on pourrait construire ou co-construire. Et donc, je pense que ça, c'est une grosse contre-vérité à déboulonner. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, dans le côté, je sais pas trop comment m'y prendre, ou je me crée des dichotomies. Je me souviens d'une de nos clientes qui nous expliquait qu'en fait, pour le coup, elle avait réussi à communiquer avec son mari à propos Alors, je pense pas qu'il l'exprimait en termes langage de l'amour, mais en tout cas, ils avaient eu cette conversation de qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce que tu préfères. Et son mari lui avait expliqué que lui, il aimait bien avoir plus de... Enfin, lui, c'était le langage du toucher, et qu'il aimait vraiment... il aimerait avoir plus de moments d'intimité avec sa femme. Et en fait, elle disait, OK, donc bon, j'ai bien compris ça, mais en fait, moi, je sais pas trop comment faire. J'ai l'impression que ce qu'il veut, moi, j'en ai pas trop envie. Et en fait, elle s'était arrêtée aussi à ce stade-là. Au lieu de se dire, OK, donc il veut quelque chose, moi, je veux autre chose, mais peut-être qu'au milieu... en discutant, on pourrait trouver finalement un terrain d'entente qui fait que je réponds à son langage de l'amour, mais sans non plus me forcer, en y trouvant moi aussi en fait du plaisir et en faisant quelque chose qui me correspond. Et je pense qu'il y a ça aussi parfois. C'est vrai que c'est pas s'oublier et faire des choses qui ne nous conviennent pas pour répondre entre guillemets aux besoins d'appartenance de l'autre. C'est vraiment essayer de trouver le juste milieu, et c'est le gagnant-gagnant en fait dont tu parles souvent sur le podcast. C'est essayer de trouver ces situations-là à chaque fois où on se dit je vais perdre quelque chose finalement si je lui donne ce qu'il veut. Et bien essayer de trouver le juste milieu. Oui, c'est ça. Et en fait, l'idée c'est vraiment de se dire que si on fait le constat que soi-même on n'investit pas ou peu certains de ces langages de l'amour et que certains de ces langages de l'amour, on ne les reçoit pas ou peu, on ne les décode pas ou peu. En fait, c'est vraiment l'idée de se dire, en fait, c'est une forme d'appauvrissement. Et donc, au contraire, en fait, je n'ai pas besoin de changer les langages de l'amour que je préfère, mais en me proposant d'investir davantage ceux qui ne me viennent pas forcément naturellement, est-ce que je ne vais pas au contraire de beaucoup enrichir la relation? Donc en fait, l'idée c'est pas de céder à la demande de l'autre avec une idée qu'il y aurait quelqu'un qui gagnerait et quelqu'un qui perdrait. C'est plus d'accepter l'invitation de l'autre à finalement échanger de l'amour sur ce canal-là. Et donc la dernière difficulté qu'on peut évoquer, c'est finalement quand, premièrement, on a conscience des différents langages. Ensuite, du coup, on arrive à identifier quel est son langage de l'amour, quel est ensuite le langage de l'autre personne avec qui on veut mieux communiquer son amour. Et puis, on va essayer de communiquer son amour sur le langage de l'autre. Et ensuite, l'autre peut parfois ne pas être réceptif à nos tentatives de communication. Et donc, la dernière difficulté, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait pour le cas où on a l'impression que ce que l'on a essayé de mettre en œuvre ne fonctionne pas. Parce que ce qui peut se passer, c'est que la lecture que l'on peut en avoir, ça peut être de se dire, OK, donc soit en fait, il ne m'aime pas puisque je n'ai rien en retour, soit finalement de se poser la question, est-ce qu'il m'aime vraiment parce que je vois pas encore de signes. Et le problème, c'est que ces pensées-là vont créer forcément du doute à l'intérieur de soi. En tout cas, ce sera pas de l'amour. On va pas se sentir aimé.
Il est possible qu'en plus, comme on a fait des efforts, entre guillemets, on en veuille un petit peu à l'autre de pas finalement nous redonner ce qu'on attendait. Et donc, dans ces cas-là, ce qui va se passer quand on en veut à l'autre, c'est qu'on va tout simplement bien arrêter nos tentatives. On va même, pourquoi pas, être dans l'ignorance de l'autre ou carrément, on va essayer de créer du conflit. Et donc, en fait, on va être dans une émotion qui est de l'ordre du ressentiment. Et donc, on sait très bien que le ressentiment, c'est pas le meilleur carburant émotionnel pour construire une relation de qualité. Ce qui va se passer au bout du bout, si on continue sur cette voie-là, c'est qu'on peut complètement arriver jusqu'à remettre en question la relation et quitter l'autre personne. Et donc, ça va aussi nous empêcher d'être vraiment créateur de sa vie émotionnelle, puisque en fait, on va faire dépendre nos émotions de la réaction de l'autre et on va s'arrêter finalement à cet étage-là. Donc en fait, il y a vraiment 2 axes principaux pour surmonter ces 4 difficultés qu'on vient d'évoquer. Et donc le premier axe qu'on voulait vous partager, c'est déjà de comprendre les langages de l'amour et de savoir comment les communiquer dans le langage de l'amour de l'autre. En fait, ce que ça va requérir de notre part, c'est une décision, c'est-à-dire de vouloir intentionnellement mettre en place ces actions-là. Parce que forcément, on va essayer de parler un langage qui jusque-là nous était pas naturel. Et donc, il va être fondamental de vraiment prendre cette décision et de vouloir aller jusqu'au bout du processus. Donc, c'est un choix qui peut être fait en fait à tout moment de la relation, hein. Même quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, on peut toujours faire ce choix-là et essayer de mettre en œuvre les langages de l'amour pour essayer de voir ce que ça donne. Et en général, eh bien, ça permet vraiment de redonner un souffle à la relation. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé non plus de nourrir toutes les relations que l'on a de la même façon. C'est vraiment un choix de vouloir investir plutôt une relation qu'une autre et de l'investir en fait dans cet axe-là. Ce qui va être important évidemment, c'est de rester curieux. C'est vraiment le carburant émotionnel avec lequel on va utiliser ces langages de l'amour. Si on l'utilise un peu en se sentant obligé ou parce qu'on ressent encore du ressentiment vis-à-vis de l'autre et qu'on se dit bon ben voilà du coup je vais essayer ça. Enfin, on voit bien que le carburant émotionnel il va être très important et il sera pas en l'occurrence de bonne qualité. Donc c'est très important d'être curieux et de le faire avec sincérité et avec amour. Et c'est marrant parce que ça fait écho à ce que tu disais dans ta propre expérience de couple, qui était l'idée de finalement de le voir comme un jeu, c'est-à-dire de se dire je vais jouer avec ces différents modes d'expression, jouer à décoder les modes d'expression de l'autre, et ça nécessite en amont de s'être allégé de l'enjeu. C'est-à-dire que si on est vraiment dans un état d'esprit où on se dit, où on est justement, comme tu le disais, dans le ressentiment, dans le jugement de l'autre, dans le jugement de soi, en fait, ça va nous bloquer l'accès à cette curiosité et à ce jeu autour de ça. Donc en fait, c'est un peu une des choses que ça requiert, c'est d'arriver à trouver la ressource pour se dire, OK, essayons autre chose, essayons autrement, voyons ce qui se passe et remarquez si on a tout un tas de pensées obstacles de l'ordre de mais ça marchera pas, mais j'ai tout essayé et de toute façon quoi que je fasse ça sert à rien, etc. Ouais, complètement. Et ce qui va être important aussi, c'est vraiment de tester des choses parce que y a pas non plus, on voit que là c'est 5 langages différents, mais il y a pas un manuel précis pour nous dire, avec telle personne c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc ça va être important de tester et de savoir ensuite évaluer nos tests sans juger, parce que si à chaque fois qu'on essaye une nouvelle chose finalement et que ça marche pas, on se juge en se disant qu'on est nul, que ça marchera jamais, là c'est sûr que ça va aussi nous bloquer. Et en fait, on va arrêter nos tentatives. Donc, c'est vraiment une exploration. En fait, il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne. Et comme tu le disais, ça peut vraiment être très rigolo de le faire. Et en tout cas, on s'enlève une énorme pression à le faire comme ça. C'est ça. Et ça permet aussi, comme tu le disais, cette idée d'être créateur ou créatrice de sa relation. Ce qui a beaucoup de valeur aussi, c'est finalement en se proposant d'évaluer ces langages de l'amour et de choisir ceux qu'on utilise et de choisir comment décoder ce qu'exprime l'autre personne. En fait, on se remet complètement aux commandes et on porte notre attention du coup sur ce qui est en notre pouvoir. Parce qu'en fait, le plus souvent,
quand on souffre dans une relation, c'est que d'une façon ou d'une autre, on a donné plus de pouvoir à l'autre personne. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup que l'autre personne nous dise, que l'autre personne nous montre, que l'autre personne fasse le premier pas, que l'autre personne réponde, etc. Et en fait, ça, ce déséquilibre dans la dynamique de pouvoir, c'est souvent une grosse source de souffrance. Et donc, en fait, l'idée de se dire, moi, je vais faire ce qui est en mon pouvoir, je vais reprendre, je vais choisir les langages de l'amour que je choisis d'investir, choisir de décoder, etc. Ça permet justement de rééquilibrer les choses. Ouais, et ça me fait penser, tu vois, à un exemple entre une maman et sa fille. C'était une de nos clientes en fait qui a complètement changé son approche avec sa fille aînée. En fait, elle avait donc une fille aînée. Ensuite, elle est devenue maman pour la deuxième fois, et donc elle allaitait sa plus jeune fille. Et sa fille aînée, en fait, à chaque fois qu'elle était en train d'allaiter sa plus jeune fille, elle cherchait l'attention en fait. Et au début, la première lecture de notre cliente, c'était en fait, pourquoi elle m'embête en fait. Et donc cette première lecture là, forcément, elle n'a pas été très à son service, parce que du coup elle le voyait comme quelque chose contre elle et contre sa plus jeune fille. Et en fait, à partir du moment où elle a compris que sa fille était sensible au toucher, et que quand elle allaitait sa plus jeune fille, en fait, sa plus grande fille voyait ça comme, c'est un peu l'exemple que tu donnais tout à l'heure, en fait, c'était, en fait, elle aime plus ma sœur que moi, parce que là, elle l'allaite, donc elle est collée à elle. Et bien, en fait, cette maman, elle a pu se dire, ok, donc là, j'allaite ma plus jeune fille, donc c'est comme ça, mais dans le même temps, je peux toucher la main de ma plus grande fille, je peux lui caresser les cheveux. Et en fait, à partir du moment où elle a compris que c'était une demande d'amour et pas quelque chose qui était là pour l'embêter, eh bien, ça a complètement changé la relation qu'elle avait avec sa plus grande fille. Et elle n'a plus jamais, en fait, dans ces situations-là, essayé d'attirer son attention, parce que son besoin d'amour, finalement, eh bien, il était rempli par le toucher avec cette façon qu'a eu sa maman, qui était entre guillemets créative, parce que c'est vrai que quand on allait déjà son enfant d'un côté, c'est pas évident d'avoir la disponibilité, et puis de se dire, en fait, je pourrais simplement lui caresser la tête avec mon autre main et ça suffit. Et donc je trouve que c'est ça qui est vraiment passionnant et magique avec cet outil-là, c'est que quand on comprend qu'il y a un endroit où en fait c'est simplement un besoin d'amour et qu'on peut y répondre d'une façon très simple, ça apaise les relations et ça recrée finalement de l'amour en abondance. Parce que cette maman-là, elle voit que sa fille, elle est contre elle, donc elle-même elle ressent de l'amour. La plus grande fille ressent de l'amour. Sa plus jeune qui est en train d'allaiter, avec tout cet amour autour, elle doit aussi le réceptionner. Donc je trouve que c'est vraiment ça qui est magique, ouais, avec cette prise de conscience. Et je trouve ça aussi très chouette de souligner que ça marche aussi pour les enfants, parce que je pense qu'on peut se faire la fausse idée que ces langages de l'amour finalement concernent plus les adultes, et que ça correspond à une forme de choix ou d'éducation, etc. Et en fait, mon expérience alors j'ai que 2 enfants, mais mon expérience avec ces 2 enfants-là, c'est que en fait, sortis du ventre, ils étaient réceptifs à différentes marques d'amour. Ils ont pas les mêmes, ils ont pas la même sensibilité au même témoignage d'amour que je peux leur apporter. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose que voilà, toutes les personnes qui côtoient des enfants peuvent se poser comme question sur les enfants qu'ils ont effectivement en face d'eux. Alors là, on a parlé donc de comment faire pour justement investir ces différents langages de l'amour, et donc comment savoir à la fois s'adapter de façon flexible au langage de l'amour que l'autre décode, et aussi aider l'autre à comprendre nos propres langages de l'amour. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. C'est autant que possible amener le sujet sans que ce soit grave, sans que ce soit des injonctions, sans que ce soit un sujet de dispute, mais à des moments détendus, etc. Pouvoir amener le sujet et savoir ce que l'autre en pense, et pouvoir exprimer des choses de cette façon-là. Je pense que c'est en fait une façon de faire émerger des différences dans le couple d'une façon qui est vraiment très applicable, et l'autre personne peut vraiment... Enfin, c'est très facile à comprendre, en fait, cette idée des langages de l'amour. Et donc, ensuite, la question, c'est, une fois qu'on a compris ça, et une fois que peut-être on a eu des discussions avec l'autre personne, effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit ou quand on a l'impression que l'autre personne n'est pas prêt ou n'est pas prête à communiquer avec nos langages ou à interpréter notre langage comme des preuves d'amour.
Et donc, parce que finalement, c'est là qu'il peut y avoir la difficulté. Et donc, en fait, la première chose qu'on peut apporter là-dessus, c'est déjà de bien comprendre que, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, notamment dans nos appels de coaching, c'est que ce n'est pas plus facile pour les autres de changer que pour nous. Et donc, en fait, si j'ai en face de moi quelqu'un qui, par exemple, son langage de l'amour n'est pas la parole valorisante, en réalité, il faut bien comprendre que ce n'est pas que parce que je lui dis « ça me ferait plaisir si tu me faisais des compliments, ça me ferait plaisir si tu me disais comment tu te sens, ça me ferait plaisir si tu me racontais ta journée ». En fait, il ne suffit pas que l'autre personne sache intellectuellement que ça me ferait plaisir pour que ça devienne comme ça par magie et par transfert de pensée son langage de l'amour. De la même façon que si moi, mon langage de l'amour, si je suis pas spécialement tactile, c'est pas parce que l'autre me dit, en fait, ça me ferait plaisir qu'on s'assoit plus près de l'un de l'autre sur le canapé, ça me ferait plaisir que tu me mettes la main sur l'épaule quand on marche, etc. C'est pas parce que je le sais intellectuellement que immédiatement je sais changer mon comportement, parce qu'en fait, mon câblage n'est pas comme ça par défaut, et donc en fait, il va falloir de la volonté, mais il va falloir aussi du temps et de la pratique et une modification de mes schémas de fonctionnement pour en arriver là. Et en fait, je pense que c'est une des erreurs que souvent on fait, c'est de se dire, mais je lui ai dit, je lui ai dit très clairement, et pourtant il ou elle ne le fait pas. Et donc du coup, il peut y avoir cette espèce de frustration de se dire, alors même que je lui ai donné le mode d'emploi, comment ça se fait qu'il le suit pas? Et donc l'idée, c'est de se dire, si lui ou elle m'a donné son mode d'emploi, est-ce que moi, ça m'est si facile que ça de changer? Non, parce que je suis attachée à mes anciennes façons de faire, parce que c'est ma façon automatique de faire, parce que c'est mon éducation, etc. Et donc, en fait, je pense que c'est bien d'avoir une certaine forme d'indulgence et de patience avec l'autre. Alors, évidemment, ensuite, il faut voir qu'il y a un souhait, qu'il y a au moins des pas qui sont faits dans la bonne, dans une direction commune. Mais ensuite, on peut laisser aux autres le temps dont ils ont besoin pour changer. Et après, si on voit effectivement que l'autre personne, ça l'intéresse pas du tout de changer, ensuite, c'est entre soi et soi qu'il faut se dire, en fait, est-ce que je suis prête à bénéficier des marques d'amour dont il ou elle me témoigne à sa façon? Et avec le temps, peut-être ça changera pas, mais voilà. Est-ce que j'en fais mon affaire? Et peut-être d'autres besoins que j'ai, je les comble, d'autres besoins d'amour, je les comble ailleurs. Parce que c'est aussi, je veux dire, si on parle de relations de couple, par exemple, c'est pas la seule source de l'amour qu'on peut recevoir. On peut avoir des amis, on peut avoir des frères et sœurs, on peut avoir des membres de sa famille, ou certaines personnes choisissent même de combler cette envie d'amour dans des couples différents. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas nommer une seule personne responsable de répondre à l'intégralité de nos envies ou de nos besoins. Donc, est-ce qu'on en fait notre affaire, ou est-ce qu'on se dit, moi, en fait, si je ne vois aucun amour dans aucun de ces langages de l'amour, peut-être qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'amour pour moi, et à ce moment-là, on en tire les conclusions. Mais ce qui est vraiment important, et c'est ça qu'on apporte beaucoup à travers notre programme, c'est que il faut, avant d'en arriver à cette conclusion-là, c'est important d'avoir vraiment exploré tous nos schémas, enfin pas tous nos schémas de pensée, mais d'avoir exploré suffisamment nos schémas de pensée, nos biais de confirmation, nos peurs, c'est-à-dire toute la partie qui peut-être nous empêche de voir la situation clairement. Parce qu'en fait, ce qui serait vraiment dommage, c'est de mettre un terme à une relation dans laquelle, en réalité, il y avait de l'amour, mais on n'arrivait pas à le voir, on n'arrivait pas à le recevoir, et donc peut-être qu'on a mis un terme à quelque chose qu'on pouvait remettre sur les rails. Ouais, complètement. Et je trouve que parfois aussi, c'est bien en parallèle dans ces moments-là, parce que peut-être que l'autre n'est pas encore prêt, ou que on lui a pas communiqué quand il était plus jeune l'amour d'une certaine façon. Donc on peut aussi avoir des personnes qui ont plus ou moins de facilité à communiquer leur amour. Mais dans cette attente-là, ce qui va être hyper important, c'est de pouvoir nourrir la relation que l'on a aussi à soi, et de pouvoir s'apporter soi-même son propre amour. Si on reprend le vocabulaire de Gary Chapman, c'est de remplir soi-même finalement son réservoir émotionnel. Et ça, c'est aussi une des compétences dont on équipe nos clientes au sein du programme, c'est vraiment être sa meilleure alliée, c'est-à-dire nourrir cet amour entre soi et soi, parce que justement, à certains moments, le comportement de l'autre, ou en tout cas l'amour à l'extérieur, on aura du mal à aller le capter. Donc, plus on saura le faire dans ces moments-là de façon autonome, et plus ce sera intéressant, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se sent aimé, on est quand même plus enclin à comprendre l'autre, à être bienveillant avec l'autre, et donc, quand il n'y arrive pas,
à être un peu plus finalement dans l'empathie. Si au contraire, en fait, notre réservoir entre guillemets émotionnel est vide, eh bien, en fait, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous d'essayer de comprendre l'autre, de se dire bon bah c'est vrai que voilà pour lui c'est peut-être difficile d'essayer de parler un nouveau langage, et donc en fait on va être vraiment dans un cercle vicieux. Alors que si on arrive à remplir soi-même son réservoir émotionnel, eh bien on se met quand même dans les meilleures conditions pour essayer de voilà d'apporter tout ce qu'on peut apporter. Et c'est ce que tu appelles souvent, tu sais, le faisceau d'amour entre deux personnes. Eh bien, quand notre propre réservoir émotionnel est rempli, eh bien, en fait, on enlève tous les obstacles qu'il peut y avoir entre l'amour que l'on a entre nous et une autre personne en face de nous. Donc, je trouve que c'est aussi important, voilà, de reprendre son pouvoir et de s'octroyer à soi-même l'amour dont on a besoin pour évoluer et pour grandir. Et ce qui est magnifique, c'est que ces 5 langages de l'amour, ça marche aussi entre soi et soi. C'est-à-dire que les paroles valorisantes, quelle est la dose de paroles valorisantes que vous apportez? Les moments de qualité, combien de moments de qualité est-ce que vous avez passé avec vous-même aujourd'hui ou sur la semaine passée? Quel cadeau, petit ou gros et attentionné, est-ce que vous vous offrez? Quel service est-ce que vous vous rendez? C'est-à-dire de quelle façon est-ce que vous vous facilitez la vie ou pas? Ou est-ce que vous vous organisez toujours les choses de telle sorte que voilà, tout est toujours hyper compliqué? Et quel est le contact physique? Quels sont les plaisirs physiques que vous vous apportez, que vous créez dans votre quotidien? Donc en fait, c'est intéressant d'utiliser les langages de l'amour par ce prisme-là sur voilà, l'amour qu'on peut s'apporter, dont on peut se témoigner envers soi-même. Ouais, et d'ailleurs on est souvent surpris parce qu'on investit parfois, enfin on est surpris du niveau d'investissement que l'on a dans sa relation à soi, et parfois en fait on a du ressentiment vis-à-vis d'une autre personne, alors que quand on regarde en fait finalement ce qu'on fait soi-même pour se communiquer de l'amour, parfois on se rend compte que même nous on a du mal à le faire avec soi-même. Donc ça permet aussi de pouvoir bien voilà se rendre compte que c'est pas si évident que ça, et que en tout cas quand on se propose de le faire et quand on a la grille de lecture, c'est quand même, ça facilite les choses. Oui, c'est ça. Et qu'en tout cas, il faut pas compter sur une autre personne que soi pour s'apporter un type d'amour que soi-même on n'est pas, on ne s'apporte pas déjà. En fait, on ne peut recevoir l'amour que à hauteur de l'amour qu'on s'apporte déjà à soi. Alors, si on veut rappeler les quelques points les plus importants pour que les personnes qui écoutent cet épisode puissent voilà, emporter avec elles ces éclairages, quels sont les points qu'on peut rappeler en conclusion de cet épisode? Alors on peut rappeler en fait qu'il existe plusieurs façons de communiquer son amour, et qu'en fait, en réalité, parler plusieurs langues d'amour, ça permet de créer plus d'amour. Dans le sens où on va voir mieux l'amour qui nous était communiqué et qu'on ne percevait pas jusque-là. On permet à l'autre de voir l'amour qu'on lui communiquait et qui l'autre ne percevait pas non plus. Et en fait, on s'offre la possibilité, par-dessus ça, de s'aimer soi-même en toutes circonstances, c'est-à-dire peu importe finalement le comportement de l'autre personne. Et donc, pour arriver à ce processus, donc je vous rappelle les différentes étapes. La première étape, et vous l'avez fait en fait en écoutant cet épisode, c'est prendre conscience qu'il existe plusieurs langages de l'amour. La deuxième étape, ça va être comprendre son langage de l'amour. Et là, vous pouvez faire le test. Il y a un test en ligne sur le site de Gary Chapman. On vous mettra le lien dans les notes de cet épisode. Vous pourrez faire le test. Comme Gary Chapman est un auteur américain, le test est en anglais. Oui, exactement. Vous pourrez, pourquoi pas, si votre partenaire, ou en tout cas la personne avec laquelle vous voulez mieux communiquer votre amour, a envie de faire le test, ça peut être aussi une façon d'essayer de mieux percevoir le langage de l'autre. Et une fois qu'on a compris son langage, qu'on a compris le langage de l'autre, eh bien c'est communiquer son amour de manière authentique, en testant tout simplement. Et la dernière étape, mais qui n'est pas en fait une étape linéaire, hein, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle se fasse dès le début et tout du long, c'est apprendre à s'aimer soi-même en toutes circonstances. Ça, c'est vraiment fondamental. Oui, et c'est vrai que c'est un super pouvoir qui débloque
beaucoup de choses par la suite, c'est-à-dire tout ce qu'on veut accomplir dans la vie en fait repose là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au sein du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, on a une thématique qui s'appelle Devenez votre meilleur allié et qui permet justement de faire le point sur la qualité de relation qu'on a avec soi-même et où est-ce qu'il y a des trous ou des manquements et comment est-ce qu'on fait pour les combler pour que justement cet amour qu'on s'apporte à soi puisse former le fondement d'où on part pour aller vers les autres et aimer les autres du mieux qu'on peut. Merci beaucoup Claire d'avoir animé cet appel avec moi. J'étais très heureuse de cet échange. Et donc, est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure cet épisode Oui, j'ai été très très enchantée de pouvoir partager cet épisode avec toi et puis de parler de ce sujet qui du coup fait le lien entre ma vie d'avant et maintenant ma vie au sein du coaching et du programme et c'est un sujet, l'amour, qui me tient particulièrement à cœur, donc je suis contente qu'on ait pu l'évoquer ensemble. Merci beaucoup Claire et merci à tous et à toutes pour votre écoute cette semaine. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.